un mot sur Isabelle Bloch, donc professeure à Sorbonne Université, donc, avec qui voilà, on collabore depuis quelques années, hein, vraiment sur ce sujet qui est sa spécialité, donc la morphologie mathématique. Donc c'est vraiment, je pense, vraiment le début. Hein, on a initié un petit peu l'application de la morphologie mathématique dans l'analyse computationnelle. Alors, Isabelle est à la fois mathématicienne, mais aussi musicienne, hein, avec violoncelliste. Donc cet esprit maths et musical, je pense, voilà, c'est quelque chose qui nous a permis aussi voilà, d'avoir cette collaboration qui continue. D'ailleurs, voilà, je mentionnerai ensuite les thèses en cours. Et donc, voilà, on passe de la DFT à la morphologie mathématique pour voir l'application en musique. Merci. Merci Moreno, merci pour l'invitation. Et donc Moreno m'a demandé de présenter un petit peu, enfin très très brièvement la morphologie mathématique et une des applications qu'on a développées pour détecter des motifs qui se répètent. Alors à l'origine, la morphologie mathématique, c'est une théorie qui a été développée pour la géostatistique, donc voilà, c'était pour traiter de l'information spatiale dans le sol et dans le sous-sol, et à partir de relations entre des objets, des trous, etc. Et ça a été très vite appliqué à l'analyse d'images. Et ça, c'était fait principalement au Centre de morphologie mathématique à l'École des Mines à Fontainebleau. Donc, l'intérêt de cette théorie, c'est qu'il y a des bases théoriques qui sont solides et qui permettent d'aller étudier des structures spatiales à différents niveaux. Donc, ça peut être très localement, mais aussi à un niveau plus régional où on va regarder des relations entre des objets qui sont plus distants ou au niveau structurel. Donc en images, il y a eu des applications sur toute la chaîne de traitement et analyse d'images, hein, allant du pré-traitement jusqu'à l'interprétation d'images. Et donc je ne vais pas en parler ici. Et du point de vue mathématique, donc au départ, on étudiait des structures, typiquement des milieux poreux, donc des structures avec des objets et des trous. Donc c'est vraiment la théorie des ensembles qui était à la base de la morphologie mathématique au départ, avec des aspects topologiques. Et ensuite, sont arrivées l'étude des formes, donc avec des aspects géométriques, en particulier reposant sur la géométrie intégrale, et ensuite des extensions à des fonctions et d'autres structures mathématiques, un aspect probabiliste pour étudier des phénomènes aléatoires, comme on les a en géostatistique, en particulier avec la théorie des ensembles fermés aléatoires. Alors ici, je vais me restreindre à un cadre très particulier où on va, donc déterministe, donc on va oublier les ensembles aléatoires, et où on va travailler sur des fonctions croissantes principalement. Et là, le cadre mathématique qui va bien, c'est le cadre des treillis complets. Alors ça tombe bien parce que des treillis complets, on en trouve un petit peu partout dans la nature, en tout cas dans la nature mathématique. Et donc ça va être très pratique. Alors, juste un petit rappel hein, sur ce que c'est qu'un treillis. Donc, c'est un ensemble partiellement ordonné où on a un sup et un inf pour toute famille d'éléments. Quand on passe au treillis complet, on veut que cette propriété soit vraie, quelle que soit la famille, même si elle n'est pas finie. Et dans ces cas-là, on a forcément un plus petit élément, un plus grand élément dans le treillis. Alors, pourquoi on en trouve partout ? Parce que on peut définir un treillis sur des parties d'un ensemble avec la relation d'inclusion. On peut définir des treillis sur des fonctions, sur des graphes, sur des hypergraphes, sur des partitions, sur des ensembles étendus comme des ensembles flous, des ensembles bipolaires flous, sur des formules logiques dans différents types de logique. Donc vraiment, il y a plein de notions mathématiques qui peuvent bénéficier de cette structure de treillis, et donc on peut faire de la morphologie mathématique dessus. Alors, dans ce cadre, donc encore une fois un petit peu restreint de la morphologie mathématique, on définit deux opérateurs de base qui sont la dilatation et l'érosion, et qui sont définis comme des opérateurs qui commutent avec le sup du treillis pour la dilatation et avec l'inf du treillis pour l'érosion.
Et on en déduit automatiquement que ces opérations sont croissantes, donc ce qui est une propriété importante et qu'elles préservent chacune une des deux bornes. Alors, une notion très importante dans les treillis complets, c'est la notion d'adjonction. Et on va dire que deux fonctions sont adjointes, donc que je note ici delta epsilon, on va voir dans un instant pourquoi. Si en fait, dès que delta de x est plus petit que y, donc pour l'ordre du deuxième treillis, alors x est plus petit que epsilon de y pour l'ordre du premier treillis. Et on montre que si on a cette propriété d'adjonction, alors epsilon est une érosion algébrique et delta est une dilatation algébrique. Et donc ces deux opérations particulières de la morphologie mathématique bénéficient de toutes les propriétés qu'on a dans le cadre des treillis sur les adjonctions. Et donc, en particulier, on peut déduire une opération de l'autre. On a des propriétés très fortes sur leur composition, avec en particulier des propriétés de stabilité comme la propriété d'idempotence. Donc, si on combine deux fois une érosion et une dilatation, on ne bouge plus. Voilà, donc ça, c'est des propriétés qui sont très importantes. Voilà, je n'ai pas le temps de détailler toutes les propriétés. Cette notion d'adjonction, en fait, elle est très liée aux connexions de Galois, c'était question tout à l'heure, simplement en changeant l'ordre sur un des deux espaces. Voilà. Alors, maintenant, les définitions qu'on donne, la dilatation et l'érosion, elles ne sont pas très pratiques, parce qu'une opération qui commute avec le sup ou avec l'inf, ça ne dit pas vraiment concrètement comment on fait. Alors, je vais prendre le cas des ensembles. Et la propriété de commutativité avec le sup s'écrit dans le cadre des ensembles que la dilatation de n'importe quel ensemble, c'est simplement la réunion des dilatés des singletons composés, qui sont les éléments en fait de l'ensemble. Donc ça veut dire qu'il suffit de définir la dilatation d'un singleton pour avoir la dilatation de n'importe quel ensemble. Alors, dans le cas d'information spatiale, on peut montrer que si on rajoute une propriété d'invariance par translation, dans ce cas, ce dilaté d'un singleton va prendre toujours la même forme, et c'est ce qu'on appelle un élément structurant, et qui va être finalement une sorte de motif qui va permettre d'analyser des objets dans l'espace avec ces opérations morphologiques. Donc pour la dilatation, on va prendre cet élément structurant, on va appliquer des translations de cet élément structurant à toutes les positions de l'espace, et pour chaque position, on va regarder si cet élément structurant translaté intersecte les formes qu'on veut analyser ou pas. Voilà. Et pour l'érosion, on fait la même chose, mais avec une relation plus stricte qui est une relation d'inclusion. Donc on va regarder si l'élément structurant translaté est inclus dans les formes analysées. Donc ça nous donne des formes concrètes en fait de dilatation et d'érosion, mais qui sont des formes très particulières. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on garde évidemment toutes les propriétés, puisque c'est des cas particuliers de ce qu'on a vu avant. On peut en déduire tout un tas d'autres opérations, et donc on construit comme ça toute une boîte à outils d'opérations morphologiques à partir de ces deux opérations de base. Voilà. Alors, sur la composition, donc érosion-dilatation, suivant le sens où on les combine, on définit ce qu'on appelle une ouverture ou une fermeture, qui sont en fait des filtres au sens où ce sont des opérations qui sont croissantes et idempotentes, donc avec cette propriété de stabilité. Alors là aussi, au-delà de la simple combinaison érosion-dilatation, on a des formes plus générales d'ouverture et de fermeture qu'on appelle des ouvertures et des fermetures algébriques, donc qui sont simplement définies comme des opérations croissantes et idempotentes, qui sont anti-extensives pour l'ouverture et extensives pour la fermeture. Donc les compositions delta epsilon ou epsilon delta sont des cas particuliers, mais on peut aussi montrer d'autres propriétés intéressantes. Par exemple, le sup d'une famille d'ouvertures est une ouverture.
qui ne va pas forcément s'exprimer comme la combinaison d'une érosion et d'une dilatation, et encore moins avec un élément structurant. Et ça peut être très intéressant pour plein d'applications. Par exemple, où on a des orientations différentes et on veut regarder ce qui se passe dans différentes orientations, etc. Voilà. Alors, il y a des propriétés que je passe ici, et je vais tout de suite montrer un petit exemple simple de 4 opérations de base, toujours sur les ensembles. Donc, on a un objet ici en forme de croix, un élément structurant qui est un petit triangle avec l'origine qui est indiquée par un point, et on voit ici le résultat de ces 4 opérations. Donc, en bas à gauche, la dilatation. Donc, en fait, c'est comme si on rajoutait ce petit triangle partout autour de la forme. L'érosion, donc on enlève les triangles sur le bord de la forme. Et puis, l'ouverture et la fermeture. Donc, en haut à droite, l'ouverture. Donc, en fait, on va rogner les coins parce que le triangle ne peut pas rentrer dans ce coin. Donc, c'est là où on voit l'aspect de filtre qui apparaît, et le dual, la fermeture, où là on va combler en fait les concavités avec cette petite forme de triangle. Voilà, donc ça ce sont des exemples. Évidemment, il y a beaucoup d'autres opérations, et encore une fois, ce sont des exemples sur des ensembles, et on peut faire la même chose sur plein d'autres structures. Alors, je passe maintenant à l'application à la musique. Et donc ça, c'est comme Moreno l'a dit, c'est un travail qui date d'il y a plusieurs années, avec en particulier l'IRMA et STMS. Et donc on a déjà eu 2 thèses soutenues, donc de Paul et Gonzalo, que vous allez voir parler là, ces 2 journées, et puis 2 thèses qui viennent de commencer, de Mathis et Niels, qui sont là aussi au fond de la salle. Alors tout ça s'inscrit dans le projet SMIR que porte Moreno. Et donc l'idée principale, au départ, elle était toute simple, c'est de dire on a des représentations symboliques de la musique qui sont en fait des représentations spatiales, et donc on est dans l'espace, on sait faire de la morphologie mathématique, donc essayons et on verra ce qu'on peut faire. Et en fait, on peut faire plein de choses, y compris avec des opérateurs très simples. Alors, un premier exemple qui avait été fait par Paul, c'est de montrer qu'on peut, dans un morceau, donc ici une chanson des Beatles, séparer les accords de la mélodie. Et donc ça se fait avec une des opérations très simples que j'ai montrées tout à l'heure, qui est une ouverture, avec des éléments structurants qui représentent la structure des accords. Donc ici, un accord, une triade simple et ses renversements. Voilà. Alors, je ne sais pas si on a le temps d'écouter, je crois qu'il faut que je sorte. C'est là. Non, ça s'arrête tout seul. Et le résultat... Donc voilà, un premier exemple très simple. Un deuxième exemple, cette fois sur des fonctions, toujours représentées dans l'espace. Donc c'est ce qu'avait fait Gonzalo dans sa thèse, donc une partie de sa thèse, où il avait travaillé sur des représentations plutôt en temps-fréquence de la musique. Donc, et là, on a des fonctions définies sur l'espace. Et une de ses contributions, c'était de montrer qu'avec des opérations morphologiques,
on pouvait séparer les différentes composantes, donc la composante sinusoïdale, les transitions et le bruit. Alors là, on utilise des opérations un petit peu plus sophistiquées que les 4 opérations que j'ai montrées tout à l'heure. Et en particulier, on va utiliser des éléments structurants qui sont directionnels pour prendre en compte, par exemple, pour les transients, la verticalité ici. Et puis des opérations qu'on appelle de reconstruction, qui sont en fait des opérations géodésiques qui permettent d'avoir de la robustesse en fait, dans les résultats. Et donc, ce qu'on voit en bas, c'est le morceau de départ, donc dans cette représentation, et la resynthèse, en fait, à partir de l'extraction de ces 3 composantes, et donc qui est très proche. Alors, suivant les instruments, on entend parfois des petites différences, mais globalement, ça marche très bien. Ouais, je ne vais pas faire écouter ça. Alors, maintenant, j'en viens à cette détection de motifs. Et donc, je vais commencer par ce qu'avait fait Paul dans une partie de sa thèse, où l'idée, c'était en fait simplement d'appliquer des érosions. Voilà. Donc, ça semble extrêmement simple. Et, mais quand même, il y a quand même des petites astuces. Et en particulier, l'idée, c'est de faire des érosions successives où, comme élément structurant, on va prendre le résultat précédent de l'érosion précédente. Alors, on voit une petite illustration ici où on a des notes ici qui sont représentées dans un espace à 2 dimensions, donc par exemple le temps et la hauteur des notes. Voilà, mais on peut représenter plein d'autres choses dans un espace à n dimensions si on veut. Tout ça est valable quelle que soit la dimension. Et si on prend par exemple l'ensemble de ces 3 points ici et qu'on fait une érosion, on va trouver les points qui sont en rouge ici et qui sont en fait les points de départ en fait, de ces motifs qui sont répétés. Et ce qu'a montré Paul et qui est vraiment le résultat très fort, c'est que si on refait une érosion par cet ensemble de points, on retrouve un motif qui est cette fois le motif complet qui se répète ici 3 fois dans cet exemple. Alors, c'est illustré ici où on part d'un motif, on fait une première érosion, on trouve les points de départ des motifs, et ensuite, si on fait une érosion par ce résultat d'érosion, on trouve ce qui est en fait le vrai motif qui se répète, et si on refait une érosion, on retrouve les points de départ, etc. Et donc, ça boucle. Et donc, en 2 coups, on arrive à trouver le motif qui se répète exactement ici. Alors, Mathis, qui commence sa thèse, là, avait repris la partie algorithmique en fait, de cette méthode et il a montré qu'on pouvait avoir des algorithmes rapides qui sont quasiment linéaires en nombre de notes. Et là, c'est un exemple qu'il avait fait en supposant que la répétition est parfaitement régulière avec un intervalle L. Et l'idée, c'est de tester différentes valeurs de L pour trouver ces répétitions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut découvrir en fait, des répétitions qui sont parfois difficilement audibles. En tout cas, pour moi qui ne connais rien à cette musique ici, je ne me risquerais même pas à prononcer le nom du groupe. Et en fait, il a fait une analyse en fait, instrument par instrument et montré qu'il y avait des motifs qui se répétaient, mais avec des longueurs variables. Et donc ça donne une information aussi sur la structure rythmique, ici polyrythmique, de chaque partie. Donc là, c'est une écriture extrêmement complexe où chaque instrument a sa mesure en fait et sa durée de motifs répétés. Et ça, c'est mis en évidence par ces méthodes-là. Alors, là, l'hypothèse est assez forte, c'est qu'on a des rythmes qui se répètent parfaitement à des longueurs identiques, enfin des intervalles réguliers. Évidemment, ce n'est pas toujours comme ça, et parfois on peut avoir des petites variations. Donc voilà le type de problème qu'on veut résoudre, et ça c'est ce qu'avait fait Niels pendant son stage de master.
Donc imaginons qu'on ait 3 motifs ici, donc 2 qui sont exactement les mêmes, et puis un troisième où on voit que cette note, elle est un petit peu plus basse que ce qu'on a dans les deux premières occurrences du motif. Alors, si on applique la méthode précédente, on va trouver que les 2 premiers. Et donc l'idée, c'est de dire, on va tolérer des petites variations du motif. Et pour ça, une idée simple, c'est de dire, on peut dilater en fait la représentation spatiale avec un élément structurant qui va justement représenter les variations qu'on est prêt à accepter. Et donc, si on enlève les motifs qu'on a détectés, donc les motifs exacts, donc ça correspond à une ouverture, il nous reste ce motif avec une variation et on va le dilater, donc ici, d'un demi-ton, pour pouvoir trouver le motif à ce demi-ton près. Donc, Niels a proposé plusieurs méthodes pour faire ça. Je vais en mentionner qu'une ici, qui est ce qu'on appelle l'OVO itéré, donc qui repose sur cette idée on enlève les motifs exacts par une ouverture, et ensuite on dilate et on refait ces opérations d'érosion itérée. Alors, le résultat qu'on obtient sur le cycle, etc., on le retrouve aussi à condition que le motif ait la propriété d'être M-text, c'est-à-dire que si on rajoutait des notes à ce motif, on trouverait moins d'occurrences en fait du motif. Donc c'est un motif qui se translate et qui est maximal dans ce sens-là. Alors voilà un exemple d'application sur les fugues de Bach. Donc là toujours on a une représentation à 2 dimensions des notes ici de la deuxième fugue, donc toujours avec le temps sur l'axe horizontal, la hauteur des notes sur l'axe vertical. Alors avec la méthode exacte, on trouve les motifs qui sont en bleu. Et avec la méthode OVE, d'une part on arrive à compléter le motif avec une 20e note là, qui est en violet ici, et puis on trouve aussi des motifs avec des petites variations. Alors, si on regarde sur une partition, on a, ici c'est pour les 3 premiers motifs simplement, donc le premier motif et le troisième ici qui se répètent exactement, donc c'est celui-ci et celui-là, voilà. Et puis le deuxième où on a une petite variation. Donc on voit ici qu'on passe de la 3e à la 4e note avec une quarte, alors qu'ici on a une quinte dans la variation, dans le deuxième motif, et ça on peut le détecter avec cette méthode. Donc encore une fois, on va associer des opérations morphologiques très simples. Alors les résultats, ce n'est pas une érosion au sens strict morphologique, mais ça a quand même un certain nombre de propriétés intéressantes que je n'ai pas le temps de détailler ici. J'ai presque rattrapé le temps. Et j'arrive à la conclusion. Donc, ce qu'on a beaucoup exploité en fait dans ces travaux, c'est le cadre algébrique en fait de la morphologie mathématique, donc qui s'applique sur des ensembles et sur des fonctions. Donc, l'exemple de Gonzalo que j'ai montré tout à l'heure, mais aussi sur plein d'autres structures mathématiques. Donc les applications à la musique, en fait, elles sont très naturelles. Bon, j'espère que je vous ai convaincu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des algorithmes qui ont une complexité qui est tout à fait raisonnable, quasi linéaire, et qui permet d'être effectivement utilisés. Et d'ailleurs, Carlos a mis tout ça dans Open Music. Tu vas en parler, je pense. Ouais, voilà. Donc, vous aurez ça plus tard. Et bon, là, j'ai montré des choses surtout sur les motifs dans sur des partitions, mais il y a aussi plein d'applications pour les rythmes, pour l'analyse topologique, etc. Enfin, il y a plein d'autres applications que celles que j'ai montrées là. Des extensions aussi sur la manière de coder les variations dans les motifs. Donc ici, dans ce que j'ai montré là,
on stocke on code de manière stricte les variations contolaires avec cet élément structurant qui sert à la dilatation. Mais on pourrait faire ça aussi de manière plus souple, de manière graduelle, par exemple, avec des ensembles flous qui représenteraient, par exemple, un degré de tolérance d'une variation ou d'autres sémantiques possibles. Voilà. Alors après, c'est intéressant de regarder un peu la signification musicale de tout ça. Donc, on y arrive petit à petit. Et dernière chose, si j'ai montré des exemples ici, surtout en analyse, on peut utiliser les mêmes opérations aussi en synthèse. Et c'est un peu l'idée de ce que fait Carlos avec l'intégration de tout ça dans Open Music, c'est que ça puisse servir aussi d'aide à la composition, donc d'aide morphologique à la composition. Et donc maintenant, on sait enfin ce qu'il y a dans ce tonneau. Bon, moi, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Hein, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci aussi pour... On a presque rattrapé les retards. Mais on a le temps pour des questions, des réactions. S'il y en a. Oui. Attends. On prend ça parce qu'on enregistre. Comme ça. On a les sons. Oui, merci. Je voulais savoir si vous pouviez revenir sur le choix de l'élément structurant à un moment donné. Là, j'ai pas bien compris. Ici, là, vous prenez n'importe quoi comme élément structurant au départ, on prend n'importe quoi. Donc l'idée, c'est de partir des premières notes. Par exemple, pour les fugues, c'est ce qui avait été fait. On part des premières notes, on essaye différentes longueurs éventuellement, voilà. Et Ok. Et après, du coup, vous prenez quoi? En fait, on fait une érosion par ce premier motif. Voilà. Et ensuite, on va compléter le motif avec la deuxième érosion. C'est... Oui. Vous avez mentionné la complexité algorithmique à la fin dans le dernier transparent. Vous dites qu'elle est quasi linéaire. Je me pose la question de savoir si ça vient naturellement par la théorie ou si c'est parce que des algorithmes puissants ont été développés ensuite, par exemple avec la théorie de l'image, en application avec les images. En fait, Matisse, il a travaillé vraiment sur l'aspect algorithmique, mais la théorie, en fait, cette idée de on prend un élément structurant, on le translate, c'est naturellement linéaire en nombre de points, parce qu'on translate à chaque point. Voilà. Donc il y a un peu les deux. C'est une bonne question parce qu'on y travaille sur la complexité. C'est pour nous très important aussi. D'autres remarques ou questions, commentaires? Et sinon, encore une fois, un grand merci à Isabelle.